Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Wedrao, je suis de l'année. Je vous souhaite la bienvenue à notre quatrième webinaire que M. Baraba est là, responsable du contrôle permanent à l'acceptation de l'agriculture. La séance sera modérée par Mademoiselle Kuba Angèle. Donc, j'aimerais les demander s'ils sont là. M. Wedrao, vous êtes là. Mademoiselle Kuba. Bonsoir, je suis là. Bonsoir Justin, je suis là. D'accord, je remercie. D'accord, donc on est environ 30 personnes, donc je pense qu'on va commencer. Et les autres personnes, je ne suis là. Donc, mademoiselle Moubassi, il y a rien. Bonsoir à tous et bienvenue au 21e webinaire sur le thème « Rôle des entités d'assurance dans le dispositif de contrôle interne ». Je suis Woba Angèle, chef de mission au sein du département audit du cabinet CBS Fidali. Cabinet initiateur de ce cadre de partage de connaissances. Pour cette session, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés M. Mahamadi Ouedraogo, responsable du contrôle permanent à ACP Burkina, qui a la générosité d'animer cette session. Il est sans doute l'une des meilleures personnes pour nous éclaircir sur le rôle des entités d'assurance dans le dispositif de contrôle interne. Ce webinaire, comme à l'accoutumée, se déroulera en 2 étapes. Une phase de présentation et une seconde phase de questions-réponses et apports. Car nous le rappelons, il s'agit d'un cas de partage de connaissances. La présentation de M. Ouedraogo s'articulera autour de 5 points. En grand 1, les objectifs de la formation. En grand 2, les définitions des concepts clés. En 3, les lignes de maîtrise des risques. En 4, les rôles des missions des différentes entités. En 5, la synergie interaction entre les entités. En espérant avoir déjà capté l'attention des différents participants au webinaire, nous prions de bien vouloir désactiver vos micros et caméras et de réserver le partage d'écran uniquement au présentateur de ce jour, M. Mahamadi Ouedraogo. Nous invitons M. Ouedraogo Justin à nous accompagner dans ce sens. Sans plus tarder, M. Mahamadi Ouedraogo, vous avez la parole pour votre présentation. Merci bien, mademoiselle Louba. Justin, comment on procède? Je partage mon écran ou bien tu vas gérer ça à ton niveau? Non, voilà, je préfère que vous partagez, c'est mieux de... Là, vous pouvez Ok, prendre un contrôle. d'accord. Mon écran est visible? Oui, c'est bon, M. Ouedraogo. D'accord. Donc, avant tout propos, permettez-moi d'abord de me présenter. Comme initialement annoncé par mademoiselle Louba, moi, c'est Ouedraogo Mahamadi. Je suis le responsable du contrôle opérationnel au niveau de ACEP Burkina. Je suis diplômé en finance, compta et contrôle, finance, comptabilité, contrôle et audit. Et j'ai également une certification en gestion des risques à la Frankfurt School. L'honneur est aujourd'hui pour moi de m'entretenir avec vous sur cette thématique-là qui aujourd'hui, disons aussi, me tient un peu à cœur parce que les métiers des entités d'assurance sont en plein essor et aujourd'hui, c'est très intéressant de pouvoir partager mon expérience avec vous ce soir. Donc, sans plus tarder, pour la fluidité de la connexion, je vais couper la vidéo et commencer avec la présentation. Comme signifié par mademoiselle Woba, la présentation va s'articuler autour de 5 points.
nous allons parler des objectifs. Les objectifs de la formation. Pour moi, en termes d'objectifs, d'abord, c'est de comprendre le rôle des différentes entités d'assurance dans le dispositif de contrôle interne et de mettre en lumière les interactions et les contributions spécifiques de chaque entité dans ce dispositif-là. Dans un dispositif de contrôle, on a des entités qui sont chargées d'effectuer des contrôles au quotidien. Et dans l'exécution de leurs tâches, ils doivent aussi avoir des interactions avec les autres entités, puis la fluidité de l'information, pour aussi la fluidité de la communication et la bonne marche du dispositif de contrôle interne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de définir quelques concepts clés, à mon sens, notamment un cas de référence. Qu'est-ce qu'un cas de référence ou bien un référentiel? Un cas de référence, c'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de principes ou de connaissances et de lignes directives qui permettent d'uniformiser. Alors, j'étais sur les définitions de concepts clés. J'ai tenu bon de définir d'abord quelques concepts pour essayer un peu de recadrer le contexte de la formation. Et le premier, c'est le cadre de référence. Et qu'est-ce que c'est qu'un cadre de référence ou bien un référentiel? Un référentiel, c'est un ensemble de principes ou de lignes directives qui sont mises en œuvre afin d'uniformiser les pratiques dans certains domaines. Tout ce qui est méthodologie et tout ce qui est approche liée au contrôle ou d'autres process. Et notamment en ce qui nous concerne dans le dispositif de contrôle interne, nous avons des référentiels qui sont spécifiques contrôle interne. Nous avons notamment le COSO, le COCO, et l'AMF, il y a le rapport aussi Turnbull et j'en passe. Ce sont ces quelques documents-là qui sont là sur le plan national et international qui permettent un peu de recadrer tout ce qui est fonctionnement et évaluation même du dispositif de contrôle interne. D'accord? Après le cadre de référence, nous allons peut-être donner la définition du contrôle interne. Pour moi, qui est assez important parce que souvent, il est coutumé de mon propre constat, il y a un amalgame qui est fait souvent entre contrôle interne en tant que fonction, si je peux le dire ainsi, et contrôle interne en tant que dispositif. Là, nous parlons du système du dispositif de contrôle interne, qui est toute mesure mise en place par le management ou le conseil d'administration, qui a, afin de mieux gérer les risques, en gros, afin de mieux gérer les risques et permettre à l'organisation de donner une assurance raisonnable afin d'atteindre ses buts in fine. Voilà de façon résumée qu'est-ce que c'est que le contrôle interne. Et ça émane du conseil d'administration qui est l'organe délibérant. Donc, le responsable ultime du dispositif de contrôle interne, pour moi, c'est le conseil d'administration qui donne mandat à la direction générale de pouvoir mettre en œuvre les directives et le dispositif de ce contrôle interne pour l'atteinte de l'objectif de la structure. Avant d'aller sur l'autre définition, j'aimerais peut-être donner quelques responsabilités de cet organe délibérant qui est le conseil d'administration là. Et là, pour responsabilité notamment aussi d'élaborer et de gérer les process de gouvernance, de veiller aussi à la communication. C'est elle qui définit l'appétence au risque au niveau de l'institution. Et la direction générale est chargée maintenant de la mise en œuvre et puis du suivi. Elle a pour rôle également aussi de surveiller l'évolution du système de contrôle interne à travers les différents rapports qui lui sont soumis, notamment par l'audit interne via son sous-comité qui est le comité d'audit. Nous avons aussi la définition du risque. Moi, le risque, c'est un événement susceptible de compromettre ou de causer la relation d'un objectif. Selon ISO, le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Donc, en gros, c'est tout ce qui est entrave entre nous et notre objectif. Quand je dis nous, je parle de l'organisation. Voilà quelques définitions que je tenais à partager avec vous avant de rentrer dans la présentation. Le prochain point va nous renvoyer sur les lignes de maîtrise de risque. Je m'assure d'abord que mon écran est bien visible.
Oui, c'est bon, nous vous recevons. D'accord. Donc, au niveau des lignes de maîtrise ou les lignes de défense dans certains référentiels, nous avons trois lignes de maîtrise. Nous avons la première ligne de maîtrise qui est assurée par euh, les responsables hiérarchiques et les opérationnels de ces responsables hiérarchiques-là. Et à ce niveau, moi, je parle généralement de contrôle, de l'autocontrôle et de contrôle hiérarchique. C'est ça qui constitue notre première ligne de défense dans un dispositif de contrôle. Et c'est assuré par les opérationnels, ceux qui sont dans l'exécution des tâches au quotidien, et les responsables hiérarchiques de ces opérationnels-là qui constituent la première ligne de défense et qui ont pour rôle d'exécuter les tâches, de s'auto-contrôler avant maintenant de soumettre ces tâches exécutées-là à l'appréciation du N plus 1. Donc, pour un bon système, pour un bon dispositif de contrôle interne, il faut que cette première ligne-là puisse comprendre le rôle qu'il a et les objectifs aussi qui les sont assignés et les obligations aussi en termes de contrôle pour que le dispositif puisse bien fonctionner. Après la première ligne de défense, nous avons la deuxième ligne de maîtrise qui est assurée par les entités d'assurance. Et à ce niveau, nous avons soit le contrôle permanent, soit la gestion des risques, soit la conformité. Ça dépend de la structuration de tout un, de l'organisation et des fonctions qui ont été définies pour assurer cette deuxième ligne de défense-là. Il faut dire que la deuxième ligne de défense, les fonctions qui sont dans cette deuxième ligne-là n'ont pas de pouvoir ou bien n'exercent pas d'activité opérationnelle. Ils ont pour objectif de venir contrôler les activités qui sont réalisées par la première ligne tantôt, comme j'ai expliqué. Et cette deuxième ligne de maîtrise, par exemple, quand je prends le contrôle permanent, va veiller à ce que, OK, les contrôles qui ont été définis au niveau de la première ligne de défense sont effectivement exécutés comme il se doit. Est-ce que les process qui ont été définis pour couvrir les risques, est-ce que les opérationnels arrivent à respecter ces process-là? Et ces contrôles-là vont se baser sur ces aspects-là. Quand je prends la fonction gestion des risques dans cette deuxième ligne de défense, elle sera plutôt peut-être chargée de faire tout ce qui est évaluation des process et de faire ressortir les risques significatifs pour l'institution et en commun accord avec tous les autres participants ou tous les autres parties prenant à l'identification de ces risques-là, de prévoir des plans d'action afin de mitiger la survenance de ces risques-là. Et c'est à l'issue de ces travaux aussi que le contrôle permanent vient en relais, définir son plan aussi de contrôle qui est adossé généralement à la cartographie des risques pour voir quels sont les plans de mitigation des risques qui ont été prévus. Est-ce que dans l'exécution, ces plans sont exécutés comme il se doit? Est-ce qu'il y a des défaillances? Est-ce que les plans qui ont été prévus initialement arrivent réellement au jour d'aujourd'hui à couvrir les risques? Est-ce que le risque restant après les contrôles qui ont été définis permet de garder les risques à notre appétence du risque? Ou bien, à contrario, est-ce qu'on a encore besoin de définir d'autres plans de mitigation de ce risque-là? Après la deuxième ligne de maîtrise des risques, nous avons la troisième ligne qui est assurée par l'audit interne. Et l'audit interne, c'est une fonction indépendante. Pourquoi on dit que l'audit est une fonction indépendante? C'est par rapport à son double rattachement, comme vous le voyez ici sur le schéma. Il y a un rattachement à la fois à la direction et au conseil d'administration. Et donc, l'audit interne a pour rôle d'évaluer l'indépendance du système de gestion des risques, et de faire des rapports au quotidien au conseil d'administration pour assurer le conseil que, OK, le dispositif qu'il a défini en amont et qu'il a donné mandat à la direction générale de mettre en place, si ce dispositif il fonctionne correctement, comme ce qui a été défini, si les risques identifiés et les mesures de gestion de ces risques-là identifiés permettent réellement de couvrir ce risque-là, ou bien si ça ne couvre pas, quels sont les ajustements nécessaires qu'il faut opérer sur ces dispositifs-là. Donc, l'audit interne est comme au sommet de tous les deux premières lignes-là et aussi à une indépendance par rapport aussi à ces deux premières lignes-là. Parce qu'il rend compte aussi au conseil d'administration via son comité d'audit.
Le troisième point va concerner les rôles et missions de ces différentes entités d'assurance-là. Notamment quand nous prenons la deuxième ligne. J'attaque directement la deuxième ligne parce que c'est la deuxième ligne qui constitue les entités d'assurance. C'est à partir de la deuxième ligne que nous parlons des entités d'assurance. Au niveau de la première ligne, nous avons les unités opérationnelles qui sont dans l'exécution, dans l'autocontrôle et le contrôle hiérarchique. Et à partir de la deuxième ligne, maintenant, nous avons les entités d'assurance, notamment la conformité, contrôle permanent, gestion des risques, contrôle qualité, autres. Ça dépend de l'organisation, de la spécificité aussi de l'entreprise. Il faut dire que ces entités d'assurance-là ont pour mission d'assister les opérationnels dans l'identification et l'évaluation des principaux risques relevant de leur domaine d'expertise. C'est ce que je disais tantôt avec la gestion des risques. Le risk manager, avec la coordination de ses activités avec les unités opérationnelles, identifie, évalue les risques et après maintenant définit les mesures pour pouvoir mitiger ces risques-là. Ces entités-là aussi ont pour rôle d'assurer en permanence le respect des procédures et des contrôles à effectuer. Cette tâche est dévolue au contrôle permanent qui vérifie réellement est-ce que le dispositif, qu'est-ce qui a été défini comme contrôle, quels sont les risques qui sont là, les risques majeurs, les plans de mitigation de ces risques-là, est-ce que les contrôles définis sont effectués comme il se doit, est-ce que ces contrôles-là tiennent toujours après les vérifications, ou bien est-ce qu'il y a des ajustements à opérer sur ces contrôles-là. Au niveau de la deuxième ligne aussi, ils ont pour rôle de procéder à d'autres types de contrôles de façon régulière et ponctuelle. Et ils rendent compte du fonctionnement de ce processus-là ou bien du dispositif à la direction générale. Les entités d'assurance de la deuxième ligne ont un rattachement au niveau de la direction générale. Et généralement, après les travaux, les conclusions, les rapports sont transmis à la direction générale pour tester le niveau de ce dispositif-là, voir est-ce qu'il y a des actions qu'il faut mettre en œuvre, quels sont les process où on a les plus d'insuffisances ou bien des erreurs qui sont relevées, en fait, d'y apporter des corrections qui s'y Au-dessus de ces fonctions, ces entités de la deuxième ligne-là, nous avons l'audit. Et l'audit, généralement, a pour objectif de fournir à l'organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Il apporte ses conseils. Et tout ça dans une approche assez méthodique et rigoureuse. Okay. Les missions de l'audit sont généralement de s'assurer de la conformité et de l'efficacité de l'ensemble du dispositif de contrôle interne, de renforcer aussi la gouvernance parce qu'il assiste le conseil d'administration et le comité de direction dans l'exercice de leurs responsabilités. Il promouvoit également la culture de transparence, d'éthique et de responsabilité. Dans ce que j'ai défini ici pour moi, pour entité de contrôle, moi j'aimerais un peu qu'on casse ce que j'ai appelé l'audit gendarme ou bien l'audit de nos grands frères. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que pour moi, aujourd'hui, le métier de contrôleur ou bien le métier d'auditeur, dans le passé, quand quelqu'un te dit qu'il est auditeur ou bien qu'il est contrôleur, il était considéré comme un gendarme. Il était considéré comme un gendarme. Dans la collaboration même avec les autres collaborateurs au service, la collaboration était un peu tendue parce que le contrôleur ou bien l'auditeur était mal vu. C'était quelqu'un qui était considéré comme une personne qui vient chercher des poux sur des crânes rasés. Alors que pour moi, l'approche doit être différente en nos jours. Et ce devoir nous incombe de faire changer l'image que ces collaborateurs-là ont de tout ce qui est métier de contrôle et des auditeurs. Et ça, on va arriver à le faire avec l'approche qu'on va choisir dans notre méthode de travail au quotidien et dans le fait aussi d'expliquer aux collaborateurs pourquoi ces contrôles sont là et quels sont les objectifs réellement recherchés derrière ces contrôles-là. Pour moi, un contrôle n'est pas fait forcément pour quelqu'un. De ce que je viens de citer, c'est pour évaluer et pour tester est-ce que le dispositif qui a été défini par le conseil, est-ce que le dispositif y tient? Est-ce que ces dispositifs-là nous permettent d'atteindre nos objectifs in fine? Ou bien est-ce qu'il y a des risques qui sont là qui peuvent nous empêcher d'atteindre ces objectifs in fine? Et parmi ces risques, est-ce qu'il y a des plans qui ont été prévus? Est-ce que les plans prévus là permettent de rentrer dans l'appétence de l'organisation ou pas? Donc, in fine, ce n'est pas dédié à quelqu'un, ce n'est pas pour sanctionner quelqu'un, mais au contraire, c'est pour amener l'ensemble à tendre vers un objectif commun.
Généralement, dans les structures, les gens ont tendance à oublier ces aspects-là et à croire que le contrôle ou bien l'audit, c'est des fonctions réellement à part et ils sont là peut-être pour mettre les bâtons dans les roues et tout ça. Pour moi, l'objectif du contrôle et de l'audit s'aligne avec l'objectif in fine de l'organisation. Et l'audit et le contrôle en tant qu'entité d'assurance, ils viennent rassurer l'organe exécutif et l'organe délibérant que le dispositif de contrôle qui a été défini en amont là est vraiment bien et fonctionne correctement et arrive réellement à mitiguer les risques qui avaient été identifiés qui peuvent porter atteinte à l'atteinte des objectifs. De façon résumée, voici les interactions pour les entités d'assurance. Avec ce triangle à la base, nous avons la première ligne que j'ai essayé de présenter tantôt qui concerne les opérationnels et les managers qui sont dans l'exécution au quotidien avec l'autocontrôle, le contrôle hiérarchique. Et après eux, nous avons la deuxième ligne qui est assurée par soit la conformité, contrôle permanent, le risk manager, qui eux aussi qui font des contrôles sur des tests d'échantillonnage pour voir est-ce que le système il fonctionne bien, est-ce que les activités de contrôle qui ont été assignées à la première ligne là, est-ce que c'est fait comme il se doit ou bien est-ce qu'il y a des failles. Et au sommet de la deuxième ligne, nous avons l'audit. L'audit qui vient vérifier le dispositif pour s'assurer, OK, le dispositif qui a été défini par le conseil, il tient et le dispositif permet de mitiguer les risques qui ont été identifiés ou bien il y a des failles dans le dispositif qu'il faille corriger. Le dernier point concerne la synergie et les interactions entre les entités d'assurance. Aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de synergie et interaction entre les entités d'assurance et quels peuvent être les avantages pour nous aujourd'hui en tant qu'entité d'assurance d'avoir une synergie dans l'exécution de nos tâches au quotidien? En premier point, je dis ça permet de réduire les doublons et des efforts redondants. En ce sens qu'après l'élaboration de la cartographie des risques, il y a ce que généralement, tout dépend de la maturité de l'organisation. Dans certaines organisations, il y a ce qu'on appelle la cartographie des services d'assurance qui permet de voir, OK, parmi les entités d'assurance qui sont définies au niveau de la deuxième ligne et l'audit qui est au niveau de la troisième ligne, quelles sont les zones couvertes par les activités de contrôle en fonction des risques qui ont été identifiés. Si on prend un risque A et on dit, OK, ce risque est côté majeur, il y a des plans de mitigation qui ont été prévus. OK, est-ce que ce process-là, il est contrôlé par le contrôle permanent? Si oui, oui. Est-ce que le contrôle du contrôle permanent uniquement suffit de couvrir ce process-là? OK, si c'est bon, on avance. Et si on estime que le contrôle permanent a défini pour couvrir ce process n'est pas assez suffisant, l'audit peut décider de venir en renfort sur ce process-là aussi pour avoir un contrôle dessus. Donc, il y a des interactions et ça permet de mutualiser les forces pour éviter d'avoir un travail double et de se faire accepter même aussi par les collaborateurs. Parce que généralement, s'il n'y a pas ce process-là, on a tendance à avoir dans certaines organisations où, après le passage du contrôle permanent, l'audit peut-être encore va revenir pour les mêmes process et pour les mêmes contrôles. Et souvent, les gens sont agacés, ils sont frustrés parce qu'ils vont dire, OK, le contrôle était là il n'y a pas longtemps, l'audit encore revient dessus. Mais s'il y a ces interactions-là entre les entités d'assurance, ça permet de couvrir tous les process qui ont été identifiés avec un risque significatif et de pouvoir scinder les tâches. Même s'il y a un process qui est là, qui est couvert par le contrôle permanent, mais pas à 100%, l'audit, en venant peut-être couvrir avec des activités de contrôle, va pas aller sur du néant. Il va partir sur l'existant de contrôle que le contrôle a eu à faire avec les conclusions des travaux de contrôle avant de lui aussi entamer ses contrôles. S'il y a un échantillonnage qui avait été et un périmètre qui avait été défini par le contrôle permanent, l'audit ne va plus aller sur ce périmètre-là ou bien sur ces échantillonnages-là. Il va constituer d'autres échantillonnages. Voilà un peu l'avantage qu'il y ait une synergie et des interactions entre les entités d'assurance. Au deuxième avantage pour moi, c'est d'avoir une vision globale des risques. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai notifié tantôt avec le risk manager au niveau de la deuxième ligne de défense.
les entités d'assurance en travaillant en collaboration avec le risk manager, l'audit et tout, ça permet à tout un chacun d'avoir une vision globale des risques et les différents plans de contrôle, que ce soit le plan de contrôle annuel ou bien le plan d'audit qui peut être annuel ou triannuel, vont découler de la cartographie des risques qui a été coordonnée et mise en place par le risk manager. Et ça permet à ces entités-là d'avoir une vue d'ensemble et une vue globale de tout ce qui est risque significatif et les couvertures qui ont été définies par entité de contrôle. Ça permet aussi d'améliorer l'efficacité des contrôles. Parce qu'une coordination va garantir à ce que les recommandations soient focus. Ça ne va pas être les mêmes recommandations que le contrôle a formulées, que le va venir reformuler. On aura des recommandations qui sont assez redondantes à des endroits. Et comme on aime à le dire souvent aussi, trop de contrôle tue le contrôle. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'acteurs des entités d'assurance, là, de pouvoir être assez méthodique et assez allégé sur certains process pour permettre aussi à nos collaborateurs de comprendre le bien fondé et l'essence des contrôles que nous voulons exercer sur les process ou bien sur les activités. En quatrième point comme avantage, je dirais que c'est des partages d'informations et d'expertise. Vu que ces entités d'assurance-là sont dotées de personnes avec des expériences distinctes, la synergie et les interactions permettent de faire des partages d'expériences, des partages d'informations sur certains aspects. Et tout ça, en résumé, permet aussi à l'organisation de monter en maturité en termes de gestion de ces risques-là et de solidifier même le dispositif de contrôle de l'organisation. Voilà un peu de façon résumée ma présentation que je voulais peut-être vous soumettre aujourd'hui. Je me tiens disponible pour toutes vos questions, apports et ajouts surtout. Merci beaucoup. Madame Oba? Monsieur Ouedraogo, merci pour votre présentation. Donc, de votre présentation, nous retenons que les dispositifs de contrôle interne correspondent à l'ensemble des actions mises en œuvre par le management pour gérer les risques d'une organisation et augmenter les chances d'atteindre les objectifs. En ce qui concerne les organes d'assurance, nous avons les contrôles financiers, les contrôles des risques, l'audit interne. Bien entendu, ces entités varient en fonction de chaque structure. Donc, ils sont chargés d'assurer la bonne gestion des risques, veiller à la conformité réglementaire, renforcer l'efficacité des contrôles internes. Elles collaborent également pour garantir la stabilité et la résilience de l'organisation face aux risques. Je pense que nous sortons satisfaits de cette présentation. Ceci met fin à la phase de présentation. Nous passons à la deuxième phase de questions. Nous invitons les participants qui souhaitent intervenir de lever la main pour prendre la parole. Il y a déjà M. Djibril Bayala. M. Ouedraogo, vous pouvez répondre en même temps ou bien on... Je crois que c'est mieux de noter et après on va répondre. D'accord. Monsieur Djibril Bayala, vous avez la parole. Ok. Bonsoir Ouba, bonsoir à Ouedraogo. M'excusez, je n'ai pas suivi de bout en bout la présentation parce que j'étais connecté sur autre chose. Et j'ai pu comprendre le fond de la présentation de M. Ouedraogo que j'ai trouvé très, 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 très intéressante. La maîtrise du sujet et la compréhension aussi de l'enjeu actuel associé à l'importance de toutes ces entités d'assurance. Je profite tout simplement de dire une chose avant de... Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je me suis connecté avec le téléphone. On vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Je disais que aujourd'hui, vous allez constater que le dispositif pris de façon globale de contrôle interne et de plusieurs institutions n'est pas équilibré. Au fait, il y a le mimétisme derrière. Les gens ont la tendance à créer des entités d'assurance tout simplement parce que ça existe dans les structures similaires.
sans réellement tenir compte de la cohérence des activités, comme le disait Mamadi de suite. M'excusez, hein, je préfère l'appeler Mamadi. Et du coup, on se retrouve souvent avec plusieurs entités et plusieurs entités, et on se retrouve également avec une redondance des activités aussi. De plus en plus, comme il a conclu, trop de contrôle tue le contrôle. Cela veut dire quoi? De plus en plus, on se retrouve dans une situation là où nos activités de contrôle même deviennent de plus en plus gênantes pour les auditer, entre griffes. Et avoir un certain nombre de mécanismes mis en place de telle sorte qu'on puisse collaborer entre nous d'abord, entités d'assurance, et aussi de telle sorte qu'on puisse être utile pour les auditer, permet en quelque sorte non, de maîtriser de façon plus appropriée le niveau des risques non, sous-jacents aux activités. Donc, du coup, je pense qu'avoir des entités d'assurance est très bien, mais il serait encore plus important d'avoir des entités d'assurance qui collaborent de façon réelle. Souvent, dans plusieurs institutions, je le dis encore à travers mon expérience, et l'architecture même cause problème. Quand on dit tantôt que l'audit est au-dessus, les gens n'arrivent pas à comprendre souvent le bien fondé des troisième lignes, des deuxième lignes, comme le développeur m'a dit. Ce n'est pas parce que l'audit est au niveau de troisième ligne que les informations de l'audit ne doivent pas être partagées avec la deuxième ligne. Vous allez voir dans d'autres structures, c'est les informations de deuxième ligne qui sont partagées obligatoirement avec la troisième ligne et non l'inverse. Et un ensemble de mécanismes, ou pour ne pas dire de comportements pareils, bloque souvent le fonctionnement normal de ces entités. Et ça crée une asymétrie là où il ne faut pas. De façon, pour ne pas retenir la parole pendant longtemps, je dirais que la thématique avait son sens. Et aussi, on a la chance d'avoir des praticiens parmi nous ici. Donc, du coup, il sera opportun qu'on puisse avoir cette façon de partager afin d'éviter cette asymétrie inutile qui peut être source d'une mauvaise couverture des risques au sein d'une institution. Donc, merci encore, Mamadi. Merci aux organisateurs. Et c'est juste une contribution de ma part. Merci beaucoup, M. Bayala. Djibril Bayala, je suis praticien dans le domaine de l'audit et gestion des risques. Merci, Monsieur Bayala. Madame Nana, vous avez la parole. D'accord. Je disais merci à M. Ouédraogo pour sa présentation qui nous permet de comprendre les missions et les objectifs du contrôle. Moi, ma question, c'est quelle est la nuance entre l'audit et le contrôle? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes objectifs, qui est de contrôler, de vérifier la conformité, le respect des process et tout. Mais quelle est la nuance, la différence entre le contrôle et l'audit? D'accord, votre question est bien reçue. Monsieur Ouédraogo, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Vous allez répondre? Oui, je vais répondre. Merci bien, Madame Nana, pour la question. Je vais reformuler si j'ai bien compris. Ce que Madame Nana demande à savoir, c'est la différence entre le contrôle et l'audit. Par contrôle, elle parle peut-être de contrôle, je vais dire, permanent opérationnel et le contrôle de l'audit. C'est bien ça, Madame Nana? C'est ça, oui, c'est ça. OK. Premièrement, pour moi, la première différence va résider même au niveau des liens et du rattachement du contrôle et puis de l'audit. Je vais revenir initialement à mon diapo sur les entités d'assurance que j'ai eu à présenter où je parlais de double rattachement de l'audit. La différence d'abord entre l'audit et le contrôle intervient à ce niveau de rattachement-là, parce que l'audit a un accès au niveau du conseil d'administration en termes de rattachement. La deuxième ligne, ou bien le contrôle permanent, est rattaché à la direction générale. Et aussi, en termes de différence, l'audit effectue des contrôles périodiques, alors que le contrôle, c'est des contrôles permanents. Les contrôleurs sont chaque fois là pour faire des vérifications, alors que l'audit, c'est des contrôles périodiques qu'ils effectuent en fonction de l'entité et de l'organisation. Comme ça, je dis que le dispositif dépend de la maturité de l'organisation. En fonction de la maturité de l'organisation, il y a des contrôles
ils ne peuvent pas attendre le passage de l'audit pour être vérifiés. D'où la nécessité d'avoir un contrôle permanent sur place qui vérifie ces opérations-là. Et l'audit en arrière-plan, quand l'audit va venir, c'est juste vérifier le fonctionnement du dispositif et en ayant quelques échantillons. C'est ce que j'ai essayé de dire tantôt. Avec une bonne coordination, on évite la redondance entre audit et contrôle. Monsieur Bala aussi a appuyé le point en disant qu'il y a le partage d'informations qui est dans les deux sens pour éviter qu'il y ait des asymétries. Donc, pour un dispositif de contrôle assez mature avec les différentes lignes de défense, les contrôles de l'audit sont périodiques et les contrôles du contrôle interne ou opérationnel sont permanents. OK. Voilà un peu la nuance entre les deux fonctions. Et l'audit est une activité normée. OK. Il y a des normes spécifiques pour le métier et l'activité de l'audit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais en termes d'objectifs et d'outils Oui. utilisés, est-ce qu'il n'y a pas des ressemblances ou des similitudes? En termes d'objectifs et d'outils utilisés, l'audit Oui. s'assure du fonctionnement central du dispositif de contrôle interne. OK? Ça, c'est le rôle de l'audit. Veiller, évaluer le dispositif de contrôle interne. Mais quand tu prends le contrôle permanent dans ce dispositif-là, tu verras que le contrôle permanent effectue et vérifie les contrôles et les mesures de mitigation qui ont été prévues. Est-ce que ces contrôles-là sont bien exécutés au niveau de la première ligne de défense? Le contrôle permanent n'évalue pas dans son ensemble le dispositif de contrôle interne qui incombe à l'audit. Maintenant, en termes d'outils, similitude, peut-être si tu parles de similitude, je peux dire peut-être parce que le plan de contrôle, on peut parler de plan de contrôle, on peut parler de plan d'audit. Les rapports. Madame, votre micro est activé. Vous pouvez continuer, monsieur Hidalgo. Ok. Il dit peut-être, si je suis ta logique, en termes de similitude, peut-être je peux parler de plan. Normalement, oui, plan de contrôle, plan d'audit et tout. Mais sinon, l'approche et la méthode utilisée de ces deux entités-là est différente. OK. C'est bien compris. Merci beaucoup. Merci, Madame Nana. Mamadi, Bien, monsieur Aruna. je voulais juste ajouter un petit élément, si possible, Madame Oba, à ce que Mamadi vient de dire au profit de Madame Nana. Allô? Et je voulais juste ajouter un petit élément au profit de Madame Nana. Oui. Okay. En fait, il faut qu'on... C'est comme ce que Mamadi vient de dire. M'excusez, je dis Mamadi. C'est exactement ça. Mais quand vous allez voir au sein des institutions, il y a ce qu'on appelle les attributs. Il y a une description des attributions. Nous appelle les attributs. OK. Une description claire des rôles. Parce que vous allez voir dans d'autres entités, c'est exactement le rôle joué par l'audit interne qui est affecté au contrôle, entre groupes. Parce que la notion de contrôle déjà renvoie à un dispositif. C'est un dispositif qui a été développé depuis les années 92 à travers la toute première version de OZO. C'est-à-dire, pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut 5 composants. Et ces 5 composants doivent avoir un caractère complémentaire. Le premier, c'est l'environnement du contrôle. Le second, c'est l'activité, évaluation des risques du moins. Le troisième, c'est l'activité de contrôle. Le quatrième est appelé communication et information. Et le dernier est appelé pilotage. Dans le pilotage, nous avons à la fois l'audit et tout ce qu'il a cité comme entité, les services d'assurance. Les services d'assurance sont conçus en fonction du besoin de l'entité. Vous allez voir dans certaines structures, ils n'ont pas de contrôle permanent. Dans certaines structures, ils n'ont pas d'audit. Ils ont une fonction qui s'appelle contrôle. Quand vous regardez cette fonction, souvent, elle est à la fois au niveau de la 3e ligne et un autre pied au niveau de la 2e ligne. Et du coup, quand vous avez une entité pareille appelée contrôle, souvent, la pratique est plus assimilée à la pratique de l'audit interne.
mais cela est dû à un élément aussi qu'il faut qu'on reconnaisse. Cet élément, c'est là le problème de la maturité même de la pratique de l'audit interne dans nos environnements. Nous préférons avoir ce qu'on appelle contrôle, en quelque sorte, qui est plus orienté vers les vérifications périodiques sans forcément avoir une valeur ajoutée basée réellement sur les risques, qui est devenu aujourd'hui l'un des éléments, ou pour ne pas dire l'élément le plus important de l'audit, à savoir l'approche sur les risques qui est fortement recommandée. Donc, du coup, madame, il serait très difficile d'avoir une différence claire sans que ça soit contextualisé dans une entreprise. Mais si c'est le mot contrôle, le contrôle envoie automatiquement à un dispositif qui couvre l'ensemble de l'entreprise et qui tourne autour de 5 composants. Depuis les années 92, c'est ce qui est le modèle le plus utilisé au monde. Les gens peuvent ne pas appeler ça expressément dans leurs entreprises, mais le modèle existe presque dans toutes les institutions aujourd'hui. C'est ce que je voulais ajouter. Mais par contre... Ok, c'est bien noté, c'est bien compris. Il vous faut obligatoirement, si vous avez plusieurs entités d'assurance, qu'il y ait un référentiel de contrôle interne qui vous permettra de connaître le rôle de chaque entité, peut-être à éviter la redondance, comme le disait Mamadi tantôt. Ok. Merci bien, madame. Ah, c'est un métier intéressant, hein? Ah oui, très passionnant. Il y a, par contre, il y a des certifications dans le domaine aussi que je profite vous dire aux ceux qui sont intéressés. Il y a une certification purement sur le contrôle interne, appelée CIP, Certified Internal Control Professional, qui est très intéressante. Il y a la certification CII aussi, Certified Internal Auditor. Et j'invite ceux qui sont vraiment intéressés par ce métier noble, comme le présente Mamadi aujourd'hui. C'est un métier passionnant, très intéressant, mais il faut avoir le savoir-faire pour pouvoir être plus à l'aise. Merci, Monsieur Bayala. Il y a monsieur... merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Aruna Sawagdo. Oui, bonsoir madame, bonsoir monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Merci pour la présentation. Merci. Le monsieur qui vient d'intervenir a répondu une partie de ma question. Okay. Maintenant, j'aimerais savoir, dans une entité où on a un contrôleur interne et un auditeur interne, qui est responsable de la mise en place d'une cartographie des risques? Deuxièmement, si on me le permet, la différence entre la gestion des risques et le contrôle interne. Maintenant, je voulais... il a parlé de certification, je suis vraiment intéressé. Maintenant, je ne sais pas comment entrer en contact avec lui. Ok, c'est toutes mes questions. Merci bien. Monsieur Sawadoro, ta deuxième question, c'est? La différence entre la gestion des risques et le contrôle interne. Merci bien. Merci. Monsieur Sawadoro, pour répondre à ta dernière question, à savoir si on peut vous mettre en contact avec Monsieur Bayala, je crois que c'est quelque chose qui peut se faire si vous êtes intéressé par les certifications. Oui, je suis vraiment intéressé. Ok, après, peut-être il faut prendre attache avec Justin pour qu'on puisse faire la mise en contact. Justin, comment avoir Justin? Comment procéder? Dans le groupe de Fideli. Ok. Voilà. Ok, merci bien. Je vous en prie. Merci. Concernant ta première question, qui est de savoir qui est le responsable de la mise en œuvre du contrôle interne dans un dispositif où on a un contrôleur interne et un auditeur interne. De la cartographie des risques, de la cartographie. De la cartographie des risques. Oui. Ok, dans un dispositif où on a un contrôleur interne et l'auditeur interne qui est le responsable de la mise en œuvre de la cartographie des risques. C'est bien ça? C'est ça, oui. Ok. Je dirais que dans un tel dispositif, généralement, comme je l'ai signifié, ça dépend de la maturité. Hein. Sinon, le métier ou bien la fonction même de risk manager existe dans le dispositif. Mais à défaut, généralement, d'un risk manager
dans le dispositif de contrôle interne, l'élaboration de la cartographie des risques incombe. Généralement, les gens confient ça à l'audit interne. Ok. Voilà. Et maintenant, en fonction de la maturité, lorsque le poste de risk manager est pourvu, il revient maintenant au risk manager de piloter et la coordination et la mise en place de la cartographie des risques. Mais ce que j'aimerais souhaiter aussi, c'est que la gestion des risques, c'est la responsabilité de tout le monde, en gros. Même s'il n'y a pas une fonction spécifique risk manager et que c'est l'audit qui est chargé de piloter et de coordonner la mise en place et l'élaboration de cette cartographie des risques-là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'exécution, la gestion et la mitigation de ces risques-là incombent à tout le personnel de l'entité. Ça, c'était la première question. Oui, oui, je suis dans une entité où je suis le contrôleur interne. Oui. Mais on n'a pas d'auditeur interne. Maintenant, tout ce qui est cartographie, je suis chargé de... Je pense que c'est moi qui suis chargé de faire ça. Quoi. Oui, quand je comprends ce que tu dis et je vais m'appuyer avec l'exemple de M. Bayala tout de suite qui a parlé de définition des attributs et dans certaines entités, la maturité de l'entité. C'est comme il a dit, dans certaines entités, quand on dit contrôleur interne, le contrôleur interne, ils font référence à l'audit interne. Ok. Quand je prends la loi, la circulaire 017 au niveau des systèmes financiers décentralisés, quand tu lis le dispositif, ils vont te parler de contrôle interne. Mais les activités qui détaillent dedans, en fonction des attributs et ce qui est demandé, c'est en vrai, ils parlent de la fonction d'audit interne. Donc souvent, il y a cet abus de langage-là qui pour moi mérite d'être clarifié. Et pour moi, aujourd'hui, c'est de notre devoir de bien comprendre ce métier-là et les rôles des différentes entités pour pouvoir souvent expliquer, même je vais dire quoi, à nos dirigeants pour qu'ils puissent faire la nuance et la part des choses. Tu vas arriver dans une structure où on va te dire que c'est le contrôleur interne. Mais en vrai, quand tu prends tes attributs et tout ce qu'il exécute, c'est l'auditeur interne de la structure. La deuxième question de M. Savadogo était quelle est la différence entre la gestion des risques et le contrôle interne? M. Savadogo? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Ok, juste pour bien comprendre, la différence entre gestion des risques et contrôle interne. Contrôle interne en tant que fonction, contrôle interne en tant que dispositif. Dispositif. Contrôle interne en tant que dispositif. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Comme je le disais, gestion des risques ou bien risk manager en tant que fonction alors? Non, si on dit le dispositif de gestion des risques, même si on dit la gestion des risques. Ah, si on dit la gestion des risques? Oui. Oui, mais je crois que ça va rejoindre un peu la première des questions quand j'ai donné la réponse. Pour moi, la gestion des risques incombe à tout le monde en vrai dans l'entité. Maintenant, l'élaboration de la cartographie des risques peut être coordonnée s'il y a un risk manager par le risk manager ou à défaut par l'audit. Il peut coordonner la mise en place de la cartographie de risques et en fonction des risques qui ont été identifiés, dans la gestion maintenant de ces risques identifiés là, chaque acteur peut intervenir parce que les plans de mitigation qui seront définis là, c'est les acteurs peut-être qui seront désignés pour pouvoir peut-être mettre en place ces plans de mitigation. Je prends un exemple simple. On dit aujourd'hui, quand tu prends notre appétence en termes de validation de chèques et tout, quand on a notre chèque dans le circuit, voici les vérifications qu'il faut faire. Tu es d'accord avec moi qu'on entend de gérer un risque en vrai. Mais les vérifications qu'on va demander de faire là, ça va partir des opérationnels jusqu'à ce qu'on puisse payer peut-être le client au niveau de la caisse. Il faut vérifier, voilà, est-ce qu'il y a la provision nécessaire. On va même souvent jusqu'à confirmer le chèque auprès du client avant de peut-être procéder au paiement. Vous voyez, on est en train de gérer peut-être le risque qu'on a pu identifier en amont sur le process, genre paiement de chèque, où on estime qu'il y a un risque, qui peut avoir un risque derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a défini comme plan pour pouvoir mitiger la survenance de ce risque-là? Pour moi, c'est cet ensemble-là qu'on appelle gestion des risques. Maintenant, quand tu parles de dispositif,
Quand tu parles de contrôle interne, c'est ce que j'ai dit dans la définition. Pour moi, c'est un dispositif qui est mis en place par le conseil d'administration pour réellement s'assurer que voilà, la structure tout est mis en œuvre pour que la structure puisse atteindre ses objectifs tout en mitigeant les risques auxquels il peut faire face. Ok, ok. Ok, ça marche. Merci bien. Merci. Monsieur Savadoro. Merci. C'était la dernière question. Il n'y a pas de personne. Ok. Monsieur Mustapha. Oui, bonsoir. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on te reçoit. Ok. Voilà, j'aimerais d'abord remercier M. Ouédraogo pour sa présentation. Voilà, ma question est la suivante. J'aimerais peut-être que, de par votre expérience, nous dire quelle est la bonne méthodologie à utiliser pour expliquer des résultats de contrôle complexes à des parties prenantes non techniques. Agali, tu peux reprendre, s'il te plaît? Ok, je disais, j'aimerais de par votre expérience que vous arrivez à nous dire plutôt quelle est la bonne méthodologie à utiliser pour expliquer des résultats de contrôle complexes à des parties prenantes non techniques. Ok, la bonne méthodologie à utiliser, la bonne approche à avoir pour expliquer les résultats de contrôle complexes. C'est ça. Ok, à des parties qui sont pas, à des parties qui ne sont pas techniques, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. D'accord. Déjà, quand tu dis résultat de contrôle complexe, est-ce que tu me donnais un exemple de résultat complexe peut-être de contrôle? Et peut-être une mission qui a porté, je ne sais pas, sur un retour de mission, peut-être où on parle plus de concepts techniques, genre des risques financiers, risques opérationnels, risques de conformité. Ok. Voilà. Pour moi, déjà, la bonne approche, déjà, quand c'est des aspects techniques et que par exemple, quand tu dis technique, tu fais référence à ceux qui sont dans les entités d'assurance qui comprennent bien quand on dit risque opérationnel, quand on dit tel risque, tel risque, tel risque. Et qu'à l'issue de nos contrôles, nous avons des résultats et nous devons faire nos restitutions à certaines entités, à d'autres entités qui ne sont pas forcément du métier. Pour moi, déjà, la bonne approche d'abord, c'est de s'adapter à son interlocuteur, de trouver des arguments et des mots justes pour pouvoir expliquer ce qu'on a décelé en termes d'insuffisance et de ne pas rester trop technique. Parce que c'est comme tu as dit, si on est trop technique, in fine, on risque de ne pas se faire comprendre par l'audité ou bien l'auditoire qui est devant nous. Donc, c'est d'adapter notre communication à la personne qui est devant nous et de l'expliquer pourquoi nous, en tant qu'entité de contrôle, nous estimons que ici, il y a un risque. Je prends un exemple assez simple. Hein. Aujourd'hui, moi qui interpelle quelqu'un qui est au front office et qui ne respecte pas les heures d'arrivée, et quelqu'un qui est au back-office, qui ne respecte pas les heures d'arrivée. En manière peut-être de communiquer avec la personne qui est au front office pour le faire comprendre que, pour moi, je suis plus regardant à ce que lui, il respecte les heures d'arrivée parce qu'il y a une interaction directe avec les gens qui sont au front office et les clients. Et qui parle de clients, parle généralement souvent de risque de réputation. Nous avons une communication avec la clientèle. Je prends généralement les banques où on dit, OK, nos heures d'ouverture, c'est 7 heures, exemple. Quelqu'un qui est au front office, quelqu'un qui est à la caisse. Dans les pratiques, normalement, la caisse doit pouvoir servir à 7h00. Et pour moi, un collaborateur qui est à la caisse doit mettre en tête que lui, il doit être à son poste au plus tard à 7h, je dirais à 6h50, 6h55 pour se préparer et être prêt à servir à 7h00. Si c'est ce qu'on a eu comme communication à l'endroit de nos clients. Pour cette personne, en l'interpellant, il faut que je l'explique pourquoi pour moi, on peut avoir des risques liés à la réputation s'il est à même appelé à ne pas respecter ou bien il est à même appelé à être trop en retard. Donc, il faut que je m'adapte à la personne et que j'adapte aussi ma communication
pour faire comprendre le bien fondé de l'insuffisance que j'ai détecté et le risque sous-jacent derrière. Souvent, c'est ce que nous, en tant qu'entité de contrôle ou bien en tant que personne qui exerce dans ces entités de contrôle-là, c'est cette défaillance dans la communication souvent que nous avons. Après nos contrôles, on fait les constats et tout, et voilà les recommandations sans pour autant souvent expliquer le bien fondé de ces recommandations-là, ou bien même sans pour autant pousser le constat jusqu'à à la cause première et formuler maintenant une recommandation sur ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Agali. Oui, monsieur Drago, c'est vraiment ça. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à la phase des questions. La main de Salvatore est toujours levée. Je ne sais pas si c'est une autre question ou bien... Non, c'est une ancienne main. Ok. Merci, M. Salvatore. Ok. S'il n'y a plus de questions, M. Ouedraogo, Justin? Peut-être avant de passer à M. Ouedraogo, je ne sais pas s'il y a M. Baala qui est toujours en ligne, s'il a des apports ou bien s'il a des ajouts à faire. Ah, ok. Merci bien, Mamadi. Je reviens en arrière un peu avec tous ceux qui sont là. Il y a beaucoup de praticiens. Si les gens se connectent à cette plateforme, c'est que, notamment sur cette thématique, c'est que le sujet les intéresse. Je tiens à le souligner, rien n'est au-delà de la formation, hein. Je prends un exemple de la dernière question posée par Agali. Il y a un livre que j'ai lu depuis les années 2015, que j'ai toujours dans ma bibliographie, que j'apprécie énormément. C'est L'Auditeur parfait, qui est un livre qui retrace un peu même notre manière de communiquer, notre manière de se comporter. L'auditeur me doit être un exemple. Quand je dis un auditeur, je fais allusion à tout ce qui touche aux entités d'assurance. C'est parce que les auditeurs ne sont pas nos enfants aussi, hein. On a le devoir de respect vis-à-vis de ces gens-là. Notre objectif, c'est de créer de la valeur. En créant cette valeur, il faut qu'on ait le ton. Il ne faut pas, on va les traiter comme des enfants. Il ne faut pas, on va se jouer aux gendarmes, on va se jouer aux dieux vis-à-vis d'eux. Donc, il y a une manière de communiquer qui compte et qui est très important. Il nous faut de plus en plus quitter, m'excusez, hein, et même si je suis plus enfant, de quitter la manière que nos aînés faisaient l'audit. C'est complètement dépassé. Il nous faut de l'audit moderne. Quand l'audit, c'est y compris contrôle, gestion des risques et tout ce qui va avec. Voilà. Il y a le frère aussi, Aruna Saodogo, sauf erreur de ma part, qui a aussi posé une question très intéressante. Voilà, la limite entre l'audit, pas l'audit, entre le contrôle, gestion des risques, c'est ce que Mamadi a dit, c'est exactement ça. Mais il faut aussi que vous partez aussi au-delà de ça. Aujourd'hui, il y a des référentiels tellement intéressants qui existent et que les gens appliquent sans forcément appeler le nom. Quand on prenait même le COSO avait fait d'abord un premier référentiel sur le contrôle. Après, il est venu avec un autre référentiel sur les risques. Les risques, en tant qu'un dispositif, englobent le contrôle en tant qu'un dispositif. C'est ça. Mais le risque, en tant qu'une fonction, a ses responsabilités aussi à part et en général est lié au niveau de deuxième ligne de défense, comme le présentait Mamadi également. C'est la même chose que si on prend le contrôle en tant qu'une entité, en tant qu'une fonction aussi, se retrouve encore dans la deuxième ligne de défense. C'est une question de coordination. Mais en tant qu'un dispositif, le risque coiffe en quelque sorte le contrôle. Et pourquoi? Parce que quand on regarde l'activité de contrôle, normalement, est une stratégie de gestion des risques. Parce que la stratégie de gestion des risques repose sur 4 composants, à savoir le transfert, l'évitement, la réduction, là où le contrôle fait vraiment un élément très important. Et sans oublier, comment on appelle ça, j'ai dit le partage, le transfert, le partage, la réduction. Le partage, transfert, réduction. Et l'élimination. L'élimination. Vous comprenez un peu? Ou encore appelé l'évitement. Ouais, quand on analyse dans ce sens, ça devient un composant. Mais c'est juste une continuité des activités. C'est dans ce sens, maintenant, le risque vient en quelque sorte dans le prolongement du contrôle. Même quand vous regardez les composants de COSO également dès le départ, qui est encore, je le dis, je le répète, l'un des référentiels de base depuis les années 92, vous allez voir que
les risques, l'évaluation des risques vient avant, parce que l'évaluation des risques est le deuxième composant. Et l'activité de contrôle, à ne pas confondre avec le pilotage du contrôle. L'activité, c'est la mise en place des politiques, des procédures, comme le donné comme définition par Mamadi, vient après avoir identifié les risques qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif, qu'on met en place ces contrôles-là. Vous voyez un peu? Et le pilotage du contrôle maintenant, c'est de s'assurer que ces contrôles-là fonctionnent bien. Là, c'est le dernier niveau. C'est en quelque sorte une structuration globale qui permet à une structure de façon globale de pouvoir aussi maîtriser ses risques. Tout tourne autour des risques, quoi qu'on dise. Mais c'est ce pourquoi vous allez entendre parler tantôt des niveaux de contrôle, tantôt vous allez entendre parler des niveaux de maîtrise des risques, tantôt vous allez entendre parler aussi encore des niveaux comment on appelle ça encore là? De la culture des risques, la culture de contrôle. C'est en fonction de la maturité de la structure que ces terminologies s'y. On se comprend. Donc, aujourd'hui, nous sommes, je sais que la majorité de ceux qui sont là sont ceux du domaine des entités d'assurance. Il faut que vous continuez aussi à vous former. Vous devez chercher à connaître mieux votre métier pour mieux servir vos institutions, pour créer plus de la valeur au profit de vos institutions aussi. Ne soyez pas dans un carcan de suffisance, ne soyez pas dans un carcan là où c'est que mon chef m'a dit, ça s'arrête là. Si vous décidez de faire ainsi, ce n'est pas évident que vous allez être encore plus utile au profit de vos institutions. Et en ce sens, je remercie Fidali pour cette plateforme qui permet aux uns et aux autres, à nous tous ici, de venir apprendre en mutualisant notre expérience, en mutualisant nos savoir-faire aussi, non, pour faire grandir aussi le métier. Merci bien, Fidali. Et merci beaucoup à Mamadi Ouedraogo pour ses nobles contributions. Celui qui a demandé mon numéro, je suis vraiment disponible. Comme Mamadi l'a dit, passez par l'organisateur, à savoir M. Justin Ouedraogo. Si vous m'appelez, je ne décroche pas, laissez-moi un message WhatsApp. Je vais répondre. OK. Merci, M. Bayala. Justin? Oui, je suis là, monsieur Graham. OK. Donc, merci à vous pour votre partage et en ce qui témoigne des questions, des petites questions, on sent que les gens sont vraiment intéressés et que les participants sont des professionnels qui devraient être. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour votre partage. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Oui, j'ai un mot de fin, notamment mon mot de fin va à l'endroit d'abord de Fidali qui a permis de créer le cadre d'échange avec, je dirais, mes confrères du domaine. Et ensuite à Madame Woba pour sa brillante présentation. Et dernièrement à Monsieur Djibril Bayala pour ses apports et pour son assistance aussi au quotidien et tout ce qu'il fait aussi pour le métier et les entités d'assurance. Merci à vous tous et j'espère qu'on se reverra d'ici là, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Merci à mademoiselle Bouba et merci également à monsieur Bayala parce que il a déjà animé 2 webinaires et nous a promis de débuter l'année 2023 en animant un webinaire le 3. Donc, nous avons animé le tout premier webinaire avec M. Bayala et on va débuter l'année 2024 également. Et l'année 2025, l'année 2025 également avec lui. Merci beaucoup et je lance toujours un appel. Tous les professionnels qui sont actuellement à l'île et qui désirent partager leurs connaissances sont les bienvenus. Et M. Ouedraogo, on espère qu'on va vous retrouver une prochaine fois encore pour une autre brillante présentation. Donc, Inch'Allah. si vous êtes disposé et disponible à animer un webinaire, je vous invite à nous envoyer un message WhatsApp ou un email. Si vous avez déjà un sujet, vous pouvez proposer et on va vous programmer en fonction du calendrier de présentation. Donc, merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un webinaire qui portera sur les budgets orientés
personnes à mobilité réduite orientées femmes, enfants et jeunes. Donc, bon week-end à tous et bonne suite.